Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine avec un bonjour d'Algérie à l'est du pays qui va essayer de s'intéresser à plusieurs sujets. On va commencer d'abord puisque c'est l'été, le soleil, la canicule. Donc on va parler de coups de soleil et des effets du soleil sur la peau. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de vitamine D qui provient du soleil, des rayons du soleil, mais aussi il faut faire attention, il faut se protéger. Le professeur Samuel Deschahed viendra nous en parler. Il est responsable, il est chef de service dermato au CHU de Constantine. Ensuite, on parlera d'un autre sujet qui concerne aussi la saison estivale, c'est le programme de la protection civile qui, elle, est déployé sur 3 fronts. Bien sûr, les noyades, les accidents de la circulation routière, mais aussi les feux de forêt. Et le docteur Benateya, qui viendra représenter la protection civile, viendra nous en parler. Ensuite, on terminera en parlant de molécules au sein de l'Institut de biologie de l'Université de Constantine. J'aurai le plaisir de recevoir 2 enseignants qui viendront nous en parler. Il s'agit de Madame Chellat et de Monsieur Rouabeh qui viendront nous parler d'un séminaire qu'ils ont tenu la semaine passée, le week-end passé à Constantine. Voici le programme donc de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer sans aucune transition. Bonjour docteur Marhababik et merci d'être là. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous voir. Et merci pour l'invitation, merci pour Canal Algérie pour l'invitation et merci à vous, à M. Khaidia, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, docteur, parce que, vous savez, la dermatologie, je vais continuer tout le nom complet. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas, on va dire que c'est pas une spécialité qui est très médiatisée. Ouais. Même si, sur un plan esthétique, c'est quand même très sollicité. Oh oui, il faut savoir que les maladies dermatologiques, c'est plusieurs milliers de maladies dermatologiques. Hein. Ça veut dire on voit toujours. Même on voit lorsque en passant nos consultes et tout, donc on va dire, ils ne consultent pas pour une chose. En général, ils consultent pour plein de choses. Chute de cheveux, donc hyperpigmentation, des taches, mycoses et tout. Donc, vu, on va dire, la multiplicité des maladies dermatologiques sont multiples et sont nombreuses, oui. Alors, on est en plein été, le soleil. Bon, c'est vrai que le corps a besoin de vitamine D. Ça, c'est indéniable. Et le meilleur moyen, c'est de se mettre au soleil. C'est ça. Oui, il faut savoir que le soleil, et bien sûr, on a besoin du soleil pour survivre. Hein. Sans soleil, donc c'est la mort. Hein. Donc, si on n'a pas de soleil, donc c'est la mort assurée. On va dire pour l'être humain, ou également pour la faune et la flore. Donc, le soleil est indispensable pour l'élaboration de la vitamine D, c'est vrai. Donc pour l'humeur également, hein. Donc on a besoin de soleil pour l'humeur. C'est vrai que au soleil, il fait bon. On a les bonnes humeurs. Bonne humeur, oui, ça provient du soleil. Ça a été constaté par des études. Hein, le taux de suicide le plus important, c'est dans les pays nordiques où il n'y a pas vraiment de soleil. La grisaille, c'est un peu triste et c'est vrai que ça joue un peu sur le moral. Ouais. Alors que le bon temps, le soleil, ça donne de bonnes ondes positives. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Également, donc le soleil est, important pour l'amélioration de certaines maladies cutanées. Il y a des maladies cutanées qui s'améliorent avec le soleil. C'est connu pour certaines personnes, donc le psoriasis par exemple, il est amélioré par le soleil. L'eczéma, par exemple, l'eczéma atopique est amélioré par le soleil. En contrepartie, bien sûr, donc il y a les méfaits du soleil, donc il y en a nombreux, il y en a beaucoup, hein, donc il y en a beaucoup. Les méfaits du soleil, si on pèse un petit peu les bénéfices et les méfaits du soleil, peut-être la balance penchera beaucoup plus du côté des méfaits du soleil. D'accord. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Oui, il y a plus d'inconvénients que d'avantages parce que on s'expose pas de façon, on va dire, correcte au soleil. Maintenant, on s'expose de façon extravagante au soleil. Donc c'est pour ça, on voit beaucoup de problèmes avec, bien sûr, peau et soleil, donc les problèmes cutanés qui sont engendrés par l'exposition solaire. Il faut donc gérer la gestion du temps d'ensoleillement. Ouais, durant toute l'année, surtout durant la saison estivale, oui. Donc,
enfin, si on peut, on va dire, résumer les maladies qui sont dues à l'exposition solaire, donc on peut les séparer en deux. Les maladies donc, qui sont dues à l'exposition aiguë, ça veut dire très courte au soleil, et les maladies qu'on voit après exposition longue au soleil, ça veut dire après un certain temps d'exposition au soleil. Donc les maladies qu'on voit après une exposition courte au soleil, donc ce qu'on appelle exposition aiguë au soleil, c'est en général les coups de soleil et le bronzage. Là, c'est d'actualité. C'est le début de l'été, donc tout le monde va en bord de mer. Et voilà. Donc, première précaution à prendre, c'est ne pas s'exposer. Enfin, de façon extravagante. Voilà. Enfin, pour parler des méfaits d'abord. Des méfaits aigus au soleil. Après, on va parler des autres. Donc, j'ai dit deux. Donc, ils sont dus, on va dire, les deux à l'exposition, on va dire, intense au soleil, donc aux ultraviolets, surtout les ultraviolets B, mais également à la lumière visible. Donc, c'est les coups de soleil, ou l'érythème solaire, et le bronzage. Il faut savoir, le bronzage est demandé pour certaines ethnies. Hein. Par exemple, les sujets de race blanche, enfin, si je peux parler de race blanche, ou ceux qui ont la peau blanche. On a la peau blanche, donc phototype clair, on appelle ça phototype clair, donc phototype 1 et 2. Donc, le bronzage est demandé. Le bronzage est demandé parce que le bronzage, pour certaines personnes, ça donne un petit peu du charisme à la personne et tout. C'est beaucoup plus exotique qu'autre chose. Ça donne un teint maté qui... Oui, mais bon. Ils préfèrent, on va dire, la peau mate par rapport à la peau très blanche et tout, donc qui a moins de caractère par rapport à la peau mate. Donc, mais chez nous, le bronzage n'est pas vraiment très demandé. Donc les femmes, surtout qui portent le voile, même les qui ne portent pas le voile, cherchent un écran solaire pour ne pas bronzer, pour ne pas avoir un teint mat. Donc conserve déjà Pour conserver la peau blanche. Conserver la peau, leur peau, qui est sujette à une pigmentation importante lors de l'exposition solaire. Donc demande toujours un écran solaire pour ne pas bronzer, pour ne pas avoir la trace, comme les patientes disent en général, les traces du foulard. Donc, oui, en général. N'a pas le traçage un petit peu du foulard. Donc pour on va dire les coups de soleil qui sont l'apanage beaucoup plus des phototypes clairs. Donc lorsque quelqu'un qui a une peau claire s'expose au soleil, surtout on va dire les roux, les blancs et tout, lorsqu'il s'expose au soleil, il ne bronze pas, il brûle. Il brûle, comme on a vu sur les images. Il brûle, ça c'est des brûlures. Hein. Ce qu'on a vu, c'est des brûlures. Donc c'est ce qu'on appelle l'érythème solaire ou le coup de soleil, hein, donc l'érythème solaire. Donc c'est une brûlure qui peut aller de premier degré jusqu'à deuxième degré. Quand même. D'accord, jusqu'à deuxième degré, c'est pour certains peaux. Hein. Lorsqu'on voit des cloques, c'est simple. Là. Lorsque c'est érythème, c'est rouge, c'est premier degré. Quand on commence à voir des cloques, ça veut dire des bulles, des vésicules, des bulles et tout. Voilà, ça devient deuxième degré. Et c'est des brûlures de deuxième degré qu'on va traiter comme un traitement de brûlure. C'est le même traitement des brûlures et tout. Donc, bien sûr, on va à premier degré, on fait des crèmes, donc un petit peu. Mais on peut se protéger, on peut avant. Et il faut probablement se protéger. Avant d'aller vers le soleil, peut-être il faut prendre ses dispositions. Oui, comme je dis toujours, la protection est triple. Il y a une protection comportementale, une protection vestimentaire et une protection chimique. Pour la protection comportementale, on sait qu'on est un pays très ensoleillé. L'ensoleillement en Algérie, c'est parmi les plus grands ensoleillements au monde. D'accord. Donc, en général, entre 10h, 11h, pour ne pas faire trop, entre 11h et 15h, 16h, l'ensoleillement est plus important par rapport avant ou après. Donc, normalement, durant cette période, ce laps de temps, donc il faut éviter de s'exposer au soleil. Donc, si on veut s'exposer, par exemple, aller à la plage, ce que je conseille à mes patients, toujours, c'est aller avant 10h ou au-delà de 16h pour ne pas avoir des coups de soleil. Donc, ça, c'est comme comportement. Deuxième comportemental et tout, il faut chercher toujours l'ombre. Quand on se balade, par exemple, dans la ville, il faut toujours chercher l'ombre. Mais par exemple, à la plage, il faut toujours apporter avec vous... C'est un peu le parasol. Le parasol, oui. C'est très important. Très important. Donc, le parasol
Le chapeau, enfin le vestimentaire, on peut mettre le chapeau avec Chapeau, vestimentaire. casquette, mais Le chapeau, l'essentiel, c'est de ne pas avoir le soleil en plein visage En plein- ou sur la peau Ouais, directement. ouais. Mais tout en sachant que le parasol ne protège pas à 100%. Il faut savoir que 50% des ultraviolets qui sont les rayons les plus nocifs, donc 50% traversent le parasol. On continue à bronzer même à l'ombre. Même à l'ombre, on continue de bronzer. Chose que l'on vérifie après quand on a un coup de soleil. Ouais, ouais. On ne s'en rend pas Ouais, compte c'est au vrai. début, Ouais. mais après on dit, bon, j'étais sous le parasol, mais je continue à bronzer. Ça, Ouais. c'est bizarre, mais c'est parce que le soleil est tellement fort que les ultraviolets traversent cette Ouais. protection. Oui. Et plus ça, on se bronze même à travers les vêtements. Donc il y a les vêtements, peut-être vous le savez déjà, donc il y a des vêtements qui protègent contre les ultraviolets. Ils sont certifiés. Hein. Donc lorsqu'on achète un vêtement, donc avec des mailles fines et tout, hein, on voit l'indice ultraviolet des vêtements. Ah, Il y a d'accord. des Maintenant, indices ultraviolets. Alors là, maintenant, ça veut dire que quand on achète un t-shirt ou Ouais. un pull, on doit aller voir, on peut vérifier. On peut vérifier. Bah, dans certaines marques, c'est pas Ouais. toutes les marques Ouais, ouais. qui vous mettent qu'il y a un indice de Ouais, protection. mais il y a des marques qui mettent l'indice ultraviolet et tout. Hein. Enfin, pour faire simple, les vêtements sombres avec des mailles fines sont des vêtements qui protègent plus que les vêtements blanches avec des mailles un petit peu qui sont grandes. Nous, Alors- on a tendance alors- à faire l'inverse. Ouais. C'est ce que j'allais dire, alors que l'on a, c'est vrai, on a tendance à mettre des vêtements clairs Ouais. au lieu de vêtements sombres. Oui. C'est un faux, j'ai fausse idée, quoi. Enfin, un petit peu une fausse idée, parce que les vêtements clairs, en général, n'absorbent pas les infrarouges. Et les infrarouges, ce sont des rayons caloriques. Donc nous, on se protège contre la chaleur, plutôt qu'on se protège contre les rayons ultraviolets qui sont visibles. Donc c'est pour ça qu'on met des vêtements blancs. Des vêtements blancs pour ne pas donc avoir on va dire la sensation de chaleur. Voilà, et tout. c'est pour éviter la sensation De chaleur. Avec les vêtements noirs, donc c'est vrai, absorbent les infrarouges, ça veut dire sont caloriques, donc donnent une sensation de chaleur, mais protègent contre les ultraviolets. Donc laisse pas passer les ultraviolets et nous protègent contre les méfaits du soleil. Ça veut dire ce qu'on a cité tout à l'heure, donc les coups de soleil ou le bronzage. Donc, préférez un vêtement avec une couleur plus sombre Ouais. que plus claire. Ouais. Ce voilà. qu'on conseille même aux enfants. Il faut savoir, par exemple, pour les enfants, donc ce que je suis, ce que j'ai vu, ce que je suis en train de voir, toujours à la plage, il y a vraiment des catastrophes. Hein. Donc normalement, un enfant avant 4 ans, il ne faut pas qu'il s'expose du tout au soleil. Normalement, hein, c'est sur le règlement, il ne s'expose pas. D'accord, au soleil. Avant 4 ans. Avant 4 ans, il n'y a pas d'exposition au soleil. C'est difficile de retenir les enfants. Mais nous, pour la on fait baignade. l'inverse. L'enfant qui a moins de 2 ans, 3 ans, il est complètement nu à la plage. Et ça, C'est ce qu'on est en train de voir. Alors que, par exemple, même si, par exemple, disons qu'il faut s'exposer, il doit aller à la plage et tout, il faut qu'il mette Des vêtements. des vêtements couvrants. Il y a des vêtements spéciaux Pour les enfants. pour la baignade. Donc, c'est des vêtements couvrants avec, qui couvrent pratiquement tout le tronc, le avec les cuisses et tout, hein, et les bras. Donc, c'est des vêtements certifiés ultraviolets. Donc, ce qui se vendent maintenant, on peut les voir. Auparavant, on les achetait on va dire d'ailleurs. Maintenant, Maintenant, ils sont disponibles ici. sont disponibles ici en Algérie. Tout le monde peut les acheter. Ça, c'est un conseil qu'il faut peut-être répéter, docteur, ouais. c'est que les Ouais. enfants ne doivent pas Ouais. se baigner avant 4 ans. Pas se baigner, ne doivent pas être exposés au soleil, sous risque de brûlure. C'est vrai que les enfants, c'est les premiers à souffrir Ouais. quand on va en bord de mer. Donc Ouais. les enfants, il faut les protéger et surtout ne pas les laisser au pic, au zénith du soleil, entre 10h et 16h. Ça, c'est inévitable. Ça devient un petit peu du criminel. C'est voilà, Ouais. à la limite, Ouais, à la ouais, limite, ouais. c'est vrai. On n'a pas, ça, c'est vrai. Il faut prendre conscience de ça. Oui, c'est d'où l'intérêt de on va dire, des Mais de émissions ces pour émissions, sensibiliser oui, la population et tout contre les méfaits de l'exposition au soleil. Donc, on a dit donc l'exposition au soleil, donc il y a des, on va dire, Des moments, la journée. des méfaits qui sont aigus et des chroniques. Les chroniques également, c'est très important de les connaître. Hein. C'est pas attendre, par exemple, à avoir l'âge de 40-50 ans pour dire j'ai dû ne pas s'exposer au soleil lorsque j'étais enfant. Donc après donc les chroniques, ça veut dire après on va dire après certaines années, c'est le vieillissement cutané et les cancers cutanés. C'est les deux. Et surtout, donc, on les voit beaucoup plus chez les patients ou chez les sujets qui ont un phototype clair. Donc, mais pas que. Hein.
mais pas Ouais, que. ça peut être mais chez tout le bien monde. sûr. Nous, en Algérie, on a le phototype 3 à 4. 1 et 2, il n'y a pas. Donc, On n'en a pas beaucoup, mais on n'a en a pas quand beaucoup. Mais dans certaines régions, par exemple, surtout le nord du pays, il y a beaucoup de sujets qui ont donc une peau très claire et tout, hein, mais qui s'exposent davantage au soleil également, hein, comme les sujets, comme les Bah, autres. vous savez, 3 et on 4. vit dans un pays où il y a du soleil Ouais, tout ouais. au long de l'année, donc Tout au long de l'année, difficile de ne pas s'exposer. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'en été, le soleil est plus fort qu'en hiver. Et, Ouais. bon, alors, qu'est-ce qu'on risque, comme vous avez dit, maladie chronique, donc ça, les taches brunes qui Ouais. apparaissent Oui, ça, c'est les signes un petit peu du vieillissement cutané, hein. C'est les taches brunes, c'est les rides, c'est donc ce qu'on appelle la peau devient rouge avec des télangiectasies, ça veut dire des petits vaisseaux qui se voient sur la peau. Il y a certains, ce qu'on appelle de lésions hypertrophiques, ça veut dire ce qu'on appelle des kératoses séboriques, un petit peu des lésions noirâtres qui se comme apposé sur le visage. On le voit beaucoup plus chez les patients qui sont de peau claire. On voit des taches qu'on appelle les taches rubis, c'est comme des taches sanguines sur la peau. Mais ce qui, bien sûr, entre c'est pas parenthèses, très inquiétant, mais il faut quand même prendre en charge. c'est inquiétant pour la majorité des femmes parce qu'ils viennent à part 40-50 ans pour chercher une solution de jouvence. Je leur dis, je dis à mes patients, surtout les jeunes, il faut dès maintenant, hein, dès le jeune âge, hein, parce qu'il faut savoir Il faut se préparer à vieillir. se préparer à vieillir. Voilà. Donc si par exemple on se protège dès le jeune âge du soleil, ça veut dire on applique un écran solaire. La protection, on n'a pas terminé les protections. Ah oui, c'est vrai. Il y a le vestimentaire, on a parlé des vêtements et tout couvrant, un chapeau avec des brimes qui protège. On n'oublie pas les yeux également. Il faut très mettre important. Des soleils. des Des lunettes de lunettes soleil, de soleil et tout. Également, donc, on a la protection chimique. Donc la protection chimique avec des écrans solaires. Donc les écrans solaires, on appelle écran total, mais on n'a jamais d'écran total. C'est pour ça qu'il faut se protéger avec une protection comportementale et vestimentaire. Écran total, bon, c'est pour que tout le monde comprenne. Écran total avec des indices différents, 80, 60, 70. On a des. Bon, c'est très commercial, c'est beaucoup plus de à partir de marketing. 30, c'est largement suffisant. Ceci dit, pour faire, on va dire, une meilleure protection, c'est 50 plus. On dit 50 plus, donc 50 plus, meilleure protection, teinté ou non teinté, ce n'est pas un problème. Il y a des textures, donc fluides, crème, ça dépend donc de la peau, est-ce que c'est grasse ou n'est pas grasse et tout. Hein. Donc ça, c'est des écrans. Donc il y a des écrans également, donc il y a des crèmes, il y a des sprays, il y a des gels et tout. Hein. Donc Il faut juste rappeler que l'effet et l'efficacité plutôt est réduite. Ah oui, ouais. 1h30, 2 heures de temps, pas plus. Il faut renouveler. Parce qu'il y en a qui mettent la crème et croient que c'est toute la journée. Non. Non, ah oui, bien sûr. C'est ce que parce qu'il y a des personnes qui viennent avec, on va dire avec donc la trace du foulard. Ouais. La trace du foulard. Ils me disent, ah, donc j'ai bien appliqué l'écran solaire, mais toujours la trace. Il faut donner l'écran solaire qui est plus efficace. Donc je leur dis, enfin, qu'est-ce que vous avez utilisé? C'est un écran efficace, mais la méthode d'application qui n'était pas vraiment correcte. Donc il faut on va dire pour que l'écran soit efficace, il faut l'appliquer 15 minutes avant la sortie. Il faut mettre une couche épaisse. C'est pas une couche fine et tout. Hein. Une couche fine ne protège pas. Une couche épaisse et répéter l'application toutes les 2 heures. Si on va à la plage, c'est répéter l'application pratiquement toutes les demi-heures. Oui, mais Donc, bon, ils disent que ça coûte cher en plus. Ouais, enfin, mais pour se protéger, c'est ça. Hein. Sinon, après aussi, le traitement des effets, des méfaits du soleil, c'est encore plus cher. Ah ouais, donc il vaut mieux se protéger. Cher, ouais. Voilà. Pour faire, par exemple, pour les rides, pour faire, on va dire, du botox ou des fillers ou du laser, microneedling. On va dire, les femmes connaissent toutes ces méthodes d'esthétique et tout. Hein. Ça coûte les yeux de la tête. Donc, associé à l'écran solaire. Lorsqu'on fait tout ça, donc c'est associé à l'écran solaire. Donc il vaut mieux se protéger. Il vaut mieux se protéger, on va dire, dès le jeune âge, avant donc d'avoir le vieillissement cutané et surtout le cancer cutané. Ce qu'on est en train de voir, hein, les cancers cutanés après exposition intense. Enfin, il y a 2 types de cancers pratiquement. Hein. Il y a des cancers qui se voient qui sont dus à l'exposition intense et intermittente, par exemple l'été à la plage, une fois par an, donc 1 mois par an, on s'expose de façon intense et intermittente. Ça donne même si on ne s'expose pas durant le reste de l'année au soleil,
Ça donne donc des cancers, c'est un cancer cutané, comme le carcinome, ce qu'on appelle le carcinome vasocellulaire, et le mélanome. Alors, donc le mélanome, certains mélanomes, ce qu'on appelle le SSM. Alors, c'est à quel moment on doit s'inquiéter? C'est-à-dire se dire probablement c'est un cancer. Bon, Beitcher. Oui, donc pour par exemple pour on va dire une tache noire, un névus, comment faire la part entre un névus pour on va dire le sujet tout le monde. Hein. Donc pour faire la part entre un névus et entre un mélanome. Donc on applique ce qu'on appelle l'ABCD. L'ABCD est destiné pour la population générale. L'ABCD du mélanome. Donc là c'est l'asymétrie. Lorsque la tâche est asymétrique, ça veut dire si on coupe la tâche sur deux, donc la partie gauche n'est pas la même que la partie droite. Donc asymétrie. Donc B c'est la bordure. Donc la bordure, ça veut dire normalement la bordure doit être ronde, mais si on a une bordure encochée, ça doit inquiéter la personne. C c'est la couleur, plusieurs couleurs. Normalement on devrait avoir une seule couleur, deux couleurs, mais si on a plusieurs couleurs, ça doit inquiéter. D, c'est le diamètre. Donc, en général, c'est moins de 6 mm, 2-3 mm pour la majorité des névis. Donc, si plus de 6 mm, ça doit inquiéter. Et surtout, le D, c'est pas le E. C'est DE. E, c'est l'évolution. Quand on a une tache noire qui grossit rapidement et tout, ça doit inquiéter. Donc, on applique ça. Donc, si, par exemple, on voit même un critère, pas automatiquement tous les critères, mais si on voit un critère et tout, il vaut mieux consulter un dermatologue. Et le dermatologue est équipé par, on a parlé peut-être dans une émission passée. Oui, l'année passée, on a parlé du dermoscope. Donc avec le dermoscope. Qui est disponible en Algérie chez les dermatologues. C'est disponible pratiquement chez tous les dermatologues. Et l'avantage, c'est que c'est une radioscope. Enfin, c'est rapide et tout. Donc, en quelques secondes, on peut dire est-ce que c'est malin ou c'est pas malin. D'accord. Ça, c'est un avantage des nouvelles techniques de radio. Oui. Oh, très habile. Parce qu'il est blond de peau. D'accord. Non, mais c'est vrai, mais nous, on est là pour sensibiliser. Les gens doivent s'inquiéter, surtout parce que c'est bien de détecter rapidement, quand c'est pris en charge rapidement. On a beaucoup de guérisons, il faut dire. C'est une guérison, c'est pas beaucoup. Si on prend en charge rapidement, par exemple, on va dire, c'est le dépistage, on appelle ça le dépistage, on fait un diagnostic rapide, on enlève, et on va dire l'épaisseur de la tumeur n'est pas très importante, c'est la guérison. Mais si on laisse évoluer, on doit s'inquiéter. Pour vous dire, c'est pas pour, on va dire, alarmer la population, un mélanome métastasé, c'est 6 à 9 mois de survie. Alors qu'on pouvait sauver à guérison lorsqu'on fait le diagnostic rapidement. Vous allez avoir du monde. Après ça, il ne faut pas exagérer aussi, mais ici, on a quand même. Il faut rester vigilant si on a un point qui évolue, qui n'est pas tout à fait normal, avec des proportions assez quand même inquiétantes. Il faut aller chez le médecin. Surtout les sujets de peau claire et tout. Il faut qu'il se protège davantage par rapport aux autres. Très bien. Alors, là, on a tiré une sonnette d'alarme, ça va inquiéter, mais c'est bien. C'est pour dire aux gens qui vont au bord de mer, d'abord de se protéger et surtout ne pas s'exposer durant toute la journée. Les enfants, il faut bien sûr éviter de les baigner, les pauvres, et de les mettre au soleil. Bon, il faut les baigner, mais... Donc, le meilleur moyen de se prévenir, c'est vraiment d'aller tôt en bord de mer ou tard. Tôt ou tard, oui, c'est meilleur des choses. Voilà, les gens qui vivent au bord de mer, donc connaissent tout ça, donc ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Je les ai vus, ils vont pratiquement tard le soir et tout, au coucher du soleil. Et là, pratiquement, il y a peu d'ultraviolets et même ils se protègent, on va dire, efficacement par rapport à nous, on va dire, par exemple, nous à Constantine. Donc, lorsqu'on va à la plage, on va de bon matin, 6 heures, on reste toute la journée. Donc, à quoi sûr qu'on va avoir tous les méfaits du soleil. Et ce n'est pas le parasol qui va protéger. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil? Parce que là, si on est brûlé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, rapidement, pour justement le temps d'aller chez vous, le temps d'aller voir le médecin.
Pour les brûlures, c'est comme traitement des brûlures, premier degré en général, une crème. Hein, On pourrait Voilà. s'en donner de marque, mais une crème hydratante. Enfin, une crème, on va dire, traitante. Hein. Il y a une crème Traitante. traitante qui est connue par tout le monde, blanche et verte, hein, donc Voilà. connue Tout le par monde tout le monde connaît, et tout. voilà. Hein, donc, appliquée pour brûlure de premier degré. Donc, il faut prendre, on va dire, du paracétamol pour la douleur et tout. Hein. Ça, c'est donc parce que c'est douloureux. La brûle de premier Oui, degré, la hein, peau, vraiment c'est- très a douloureux. tendance Les à- gens ne peuvent pas dormir. Hein. S'ils ont un œdème, on donne même des corticoïdes pour diminuer cet Ah, quand œdème et même. tout. Hein. Enfin, parce qu'il y a des gens qui Oui, quand viennent c'est important. viennent avec un œdème très important, hein, donc ils n'ouvrent même pas les yeux. Hein, donc c'est ouais, ouais. Et pour le deuxième degré, là, il faut donner des crèmes, on va dire, plus traitantes que la première et tout. Hein. Donc en général, à base, il y a plein de maintenant de marques à base de miel et tout. Hein, Ah oui, c'est vrai que le miel, il Oui. est conseillé. Enfin, pour- le miel traitant. Enfin, le miel qu'on consomme, c'est pas aussi traitant que Le le miel China, oui, qu'on bien utilise donc, dans les préparations pharmaceutiques. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter, docteur? Parce que Oui, enfin, on bien arrive sûr, à la fin. ça c'est avant de consulter, bien sûr, leur médecin dermatologue. Après, bien sûr, normalement, je leur conseille de consulter un dermatologue ou même un généraliste, il n'y a pas de problème. Donc, on peut, comme je vous ai dit, si quand il y a un œdème, on rajoute un anti-inflammatoire et bien sûr un antalgique et ne pas s'exposer au soleil durant peut-être une semaine lorsqu'on a une brûlure de deuxième Oui. degré et tout. Hein. C'est Donc, surtout, même, éviter. même des fois un arrêt de travail. Vous Quand voyez un même, petit hein, peu on peut- oui. Donc, une journée d'exposition au soleil, on va dire. Peut freiner la Ouais. machine économique Ouais, ouais. en vous privant d'un travailleur Ouais, ou c'est de vrai, plusieurs ouais. travailleurs pendant Ouais. plusieurs jours. Ça, c'est Ouais. vrai. Donc, merci, docteur. On arrive à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de prendre de l'eau. Oui, oui, il faut bien Ça, j'allais bien oublier. s'hydrater. Ah, oui, Oui. l'hydratation est très importante et tout, hein, parce que il y a la chaleur également. On a parlé des rayons solaires, mais également de la chaleur octroyée par le soleil. Donc ça donne des hydratations et surtout les sujets âgés. Les sujets âgés ne sentent pas on va dire, chaleur. n'ont pas de sensation La de soif. perception hein. Donc, est la perception différente. de soif est diminuée chez les personnes âgées, donc ils ne sentent pas qu'ils ont un besoin de s'hydrater, mais on leur dit qu'il faut s'hydrater de façon systématique. Il ne faut pas attendre la sensation Jusqu'à de la soif. sensation de soif. Les autres, les jeunes et tout, on va dire, ils conservent un petit peu la sensation de soif et tout. Ils s'hydratent lorsqu'ils sentent un petit peu, on va dire, il y a une sensation de soif et donc ils vont s'hydrater de façon systématique. Même si, peut-être, docteur, il faut rappeler que la sensation de soif est déjà un signe d'alerte. Ah oui, Il ne faut pas arriver jusqu'à avoir pas soif arriver, pour boire. faut pas arriver, Voilà, ouais. ça c'est un Ouais. conseil que l'on donne. Ouais. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, merci à tout le Samuel monde. Chahed, je Ouais. rappelle que vous êtes chef de service au dermatologie au CHU de Constantine. Ouais. Merci de nous avoir éclairés. J'espère que vous allez vous avez déjà Bilal, il va vous sortir avec vous tellement il a peur. Mais allez, Chana, Ouais. c'est vrai qu'il faut s'inquiéter des fois parce que la peau, elle est importante. Ah ouais, je Merci. dis toujours, il vaut mieux pêcher par excès que par défaut. Oui. C'est ça. Donc, il vaut mieux va consulter un médecin et le médecin vous dit. Vous donc, exagérez, il n'y a rien du vous tout. exagérez, il n'y a rien du tout. Mais il vaut que mieux ne exagérer. pas consulter et on a une méchanceté qui va apparaître, qui va proliférer. Comme certains docteurs ont peur Ouais. du diagnostic. Ouais. Ils Ouais, ont ouais. peur que le médecin vous dise vous êtes malade, mais bon, Mais si on vous a êtes chez dit le même si médecin, c'est un mélanome, on a dit même si c'est un mélanome, au début, lorsqu'on enlève, c'est la guérison. C'est une guérison et le patient donc guérit. il donc, risque rien du tout. ouais, il risque rien du Inch'Allah. tout. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Et puis là, on va juste rester dans le milieu médical. On va aller juste voir un petit reportage sur la maladie Parkinson qui a fait l'objet d'un séminaire la semaine passée. Et notre confrère Ben Absanordin était présent. Merci, docteur. On vous retrouve, Inch'Allah. Vous savez, l'été ne fait que commencer. Vous allez voir. Merci beaucoup, docteur, et à Merci très à- bientôt. merci à Inch'Allah. vous, merci à Allez, vous, et au revoir. reportage, et on va se retrouver juste après avec notre ami, le docteur Ben Attia de la protection civile. باركنسون مرض عصبي انتكاسي ديجنراتيف، وهو أصلا منذ حوالي تقريبا 20 سنة أصبح الجانب الوراثي كثير فيه.
كان مورث خاص بمنطقتنا الجزائر ومنطقة شمال أفريقيا. لهذا مهم جدا في حالة الباركنسون اللي هو عبارة عن تقريبا فقدان لمادة أساسية في الدماغ هي مادة الدوبا لسبب تدمير الخلايا المنطقة السوداء أو العقد السوداء في الدماغ. نجم نعملوا حتى تشخيص جيني مبكر. الخلل الجيني يتسبب في ثم انزيمات الفاعليه نتاعها اكثر من اللازم. ثم توا ادويات قاعدين في طور التجربه باش يخلي الانزيمات ترجع معناتها تكون الفاعليه نتاعها اقل. يكون حل جذري ان شاء الله للمرض الباركنسون، خاطر في الوقت الحاضر احنا ثم ماده ناقصه نعوضوها كما الانسولين في السكري ناقص نزرقوا. Voilà, donc c'était le reportage de Nordine Benhabsa sur la maladie Parkinson qui touche malheureusement beaucoup de gens. Il faut faire attention, il faut consulter, c'est pris en charge bien sûr au niveau du service de neurologie dans chaque hôpital. On va aller du côté de la protection civile avec le commandant, le docteur Benatia Saber. Merci d'être là. Sabah al-Khair. Sabah al-Nour, merci. Ça va, mais les pompiers nous disent Bekri. On est toujours matinal. Toujours matinal, c'est vrai. Et que vous êtes toujours en alerte. Ah, bien sûr. 24 heures sur 24, c'est interminable. Marhaba bik, ça nous fait plaisir de vous recevoir d'abord. Plaisir partagé. Et là, d'abord, comme on l'a annoncé au début dans le sommaire, c'est que la protection civile, elle, on éveille bien sûr tout au long de l'année, mais en été, ça triple, c'est quantifié plusieurs fois, on n'arrive même pas à compter, mais vous êtes déployé sur plusieurs fronts. Bien sûr, parce que l'été, déjà c'est les grandes vacances, c'est les grandes chaleurs, donc il y a beaucoup de risques qui surviennent, toutes les saisons bien sûr. Notre direction générale, elle se base beaucoup plus sur la prévention. C'est surtout ça, oui. Comme l'adage médical qui dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Oui. Donc, il y a plusieurs plans qui sont déployés. Au premier plan, c'est surtout les feux de forêt. Alors, oui, premier, là, puisque c'est le sujet d'actualité depuis 2-3 ans, ça revient, on a eu beaucoup de feux de forêt, on a eu beaucoup de morts malheureusement, et ça c'est dommage, et en plus des pertes écologiques extraordinaires. Bien sûr. Voilà, bien donc sûr, là, vous avez un plan spécial, je crois, pour les feux de forêt. Oui, ça se renforce d'année en année. Comme vous avez cité déjà, les 2 dernières années, ou si on peut dire 3 dernières années, c'est des feux exceptionnels, si on peut dire, où l'acte criminel est bien présent, malheureusement. Voilà, malheureusement. Il y a des gens qui sont fous, qui mettent... Bien sûr, bon, les raisons, on ne sait pas pour le moment. Mais nous, on parle des conséquences beaucoup, bien sûr. Donc, nous, on doit se préparer... Actuellement, si on peut citer quelques chiffres, oui, bien sûr. Pour la protection civile, on a déployé 65 chronomobiles. La chronomobile, c'est un ensemble de personnes et de matériel qui est mobilisé spécialement pour le feu de forêt. Donc, on a 58 wilayas, mais le nombre de chronomobiles, c'est à 65. D'accord, c'est donc plus que le nombre de wilayas. C'est pas une colonie par wilaya. Parce qu'il y a des wilayas où le massif forestier est vraiment dense et important. On ne va pas mettre les mêmes moyens, par exemple, à Ilizi ou à Béjaïa ou à Jijel, où il y a une grande forêt. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un total de 4000 agents qui est déployé. La colonne, elle travaille, si on peut dire, chaque équipe elle va être mobilisée pendant 12 jours. D'accord. Qui va être relevé chaque 12 jours, donc 12 jours mobilisés dans les casernes.
proches des massifs forestiers. Ça, c'est pour intervenir rapidement. Rapidement, bien sûr. Spécialement pour les feux de forêt. Voilà. C'est comme si c'était une compagnie anti-feux de forêt. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est le terme exact. Voilà, très bien. Donc, pour notre wilaya Constantine, on a 58 éléments avec 14 engins. Donc, 58 éléments, tout grade confondu de l'agent. C'est vrai qu'on parle des éléments de la protection civile, mais aussi le matériel qui est déployé, qui est très important. Bien sûr, ça, si on peut dire. Ça, c'est l'économie spécifique. Mais au quotidien, on a 505 unités qui sont proches des massifs forestiers. Donc, leur mission, elle est double. C'est-à-dire, au cours de l'année, elles travaillent le quotidien et dans la saison estivale, elles sont mises en veille. La mise en veille est plus importante que... Donc, ils sont comptés parmi les moyens. Voilà, avec un total de 16 000 agents. Donc, voilà, c'est ça. Si on quantifie, bien sûr. Donc, pour le feu de forêt, on a 20 000 agents. Mobilisés pour le feu de forêt. C'est-à-dire que si on compte la colonne mobile, plus les unités qui sont proches des massifs forestiers. Ça, c'est pour les moyens humains, si on peut dire. Les moyens aériens dont on parle toujours, les citoyens en parlent, les Canadaires, d'accord. Le feu de forêt, il est exceptionnel partout dans le monde, même les pays les plus développés, les plus riches, c'est un problème vraiment majeur. C'est pas tout le monde qui peut. C'est pas une question de moyens, parce que le feu de forêt est imprévisible. Voilà, c'est ça. Il peut survenir à n'importe quel moment. Bien sûr. Mais si toutes les forêts du monde se mettaient à brûler. On peut pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a maintenant, alhamdoulilah, il y a quelques moyens aériens. Les moyens aériens, il y en a. Si on peut dire la protection civile, notre direction générale, elle a 6 hélicoptères. Plus, elle a affrété des avions, les petits avions, les Air Tracker 802, c'est le terme technique, si on peut dire, oui, qui ont été affrétés à la société Tassili Travel Airlines, où on a la participation considérable aussi de notre armée, l'ANP, qui a déployé 2 avions, les BI-200, et 6 appareils hélicoptères, les Mi-26. Donc là, c'est tout ce qui est en l'air pour combattre c'est en cas d'incendie, ils viennent et... Bien sûr, il faut une frappe. Ils font des rotations pour justement... Voilà. Là, c'est les moyens développés pour... Mais il reste que la sensibilisation du citoyen est le meilleur moyen de prévenir. Voilà, on a parlé, prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Les campagnes de sensibilisation, on les voit dans tous les médias. C'est-à-dire, bien sûr, on commence par la télévision algérienne, bien sûr. Voilà, c'est ça, télévision, radio, la presse écrite et tout. Les campagnes qui se font dès le début de la saison. Donc, reste le premier maillon, si on parle des secours et tout, on parle de chaîne de survie dans tous les domaines. Le premier maillon de la chaîne, c'est le citoyen. Oui. Le citoyen, donc, reste l'acte du citoyen. Le citoyen qui doit respecter son milieu de vie, son milieu de loisirs, pour pouvoir aller se promener, se reposer avec sa famille, ses copains et tout. Oui, prendre un peu d'air, voilà, c'est ça. Il faut respecter des normes de sécurité. Voilà. Donc, tout le monde veut être libre, faire ce qu'il veut, mais il y a toujours... Il ne faut pas toucher la liberté des autres. Il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite. Voilà, les gens, maintenant, grâce autour de la paix, on a vécu la décennie noire où les espaces forestiers étaient vraiment inaccessibles. Mais il y a des endroits où... Il faut que les gens respectent. C'est-à-dire, tu veux faire un camping, tant mieux. Mais allez, on aimerait bien que les gens... attention, Il faut éviter de mettre le feu. Si on veut allumer un feu, il faut le surveiller. Le feu doit être bien cerné, éviter les zones de broussailles, d'herbe, parce que c'est vraiment, c'est comme du carburant. Je crois que ça ne coûte rien de prendre des conseils auprès, par exemple, des agents forestiers qui ne sont pas très loin, ou même des éléments de la protection civile pour vous montrer comment faire un petit feu en cas de camping, bien sûr. Parce que le camping, maintenant, les randonnées sont très prisées, les gens vont se balader, et c'est bien, mais
Pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, il faut respecter l'environnement. Bien sûr, il faut respecter l'environnement, respecter si on peut dire, les consignes de sécurité qu'on répète à chaque fois. Aussi, il faut qu'il y ait un geste de citoyenneté. Le civisme est le premier acte. Il faut appeler. Si on trouve une petite fumée, c'est-à-dire quelque part qu'on voit comme ça, soit qu'on va voir de quoi il s'agit, ou bien appeler. Nos services, ils sont à l'écoute. H24, comme on parle, on a le numéro 14 et le 10-21. Donc, 10-21-14. Donc, si vous avez besoin des pompiers, il y a le 14 qui est 14 connu, qui le est 10-21, donc ces dernières 10-21-14, voilà, c'est bien. numéro On vert, peut appeler à gratuit. n'importe quel moment, il y aura toujours une personne pour vous bien répondre sûr. à n'importe quelle heure. Bien sûr, il faut toujours faire le point sur la chose, préciser le lieu, la nature. En matière de et c'est le forêt. premier acte citoyen que l'on fait, c'est alerter les pompiers quand il y a une suspicion. Voilà. Quand on voit tout ce nombre de gens personnes mobilisées, loin de leur famille, loin des loisirs. On n'a pas, si on peut dire, les congés sont bloqués. Je vois mal un pompier prendre ses congés au mois d'août alors que tout le monde... C'est tout un sacrifice. C'est tout un sacrifice. La râle, c'est ça. C'est des métiers qui sont faits comme ça. Voilà, justement. Là, on aimerait bien qu'il y ait un geste de citoyen parce que... Que les citoyens vous aident parce que dans votre noble mission qui est de la protection. C'est bien. Le nom porte bien protection civile. C'est la protection du citoyen et le citoyen pourrait participer au moins en aidant les pompiers à accomplir leur mission. C'est toujours pour le bénéfice du citoyen. Bien sûr, au bénéfice de cela. Alors, deuxième volet, c'est les... Deuxième volet, on a parlé des feux de forêt, on a parlé des causes un petit peu, prendre plaisir dans les campings. Et on a le plaisir d'aller à la plage, si on peut dire, bien se rafraîchir. Surtout que la saison estivale a commencé d'une manière assez festive. Si vous voulez, on a un petit reportage sur le lancement. Peut-être que ça va vous inspirer, mais aussi vous laisser vous reposer un peu. Allez, on va suivre ce reportage qui a été réalisé au lancement de la saison estivale à Annaba. Regardez l'ambiance, pourquoi les gens vont en bord de mer. من هذا الموقع غابة بحر بر وشباب أعطينا هذا إشارة انطلاق الموسم الاصطياف. وعلى باقي الشواطئ هناك كذلك وفود راهي جازت باش تعطي كذلك في الوقت نفسه يعني إشارة الانطلاق في 21 شاطئ. عندنا 140 عون حماية مدنية بمختلف الرتب. أيضا تم توظيف 300 عون موسمي لضمان الحراسة الشاملة لهذه الشواطئ. 46 مؤسسة فندقية بطاقة إيواء تؤدى 5102 سرير. Voilà, petite ambiance festive et estivale à Annaba, notamment à Jnen El Bey, la plage Jnen El Bey de Seraïdi. Et c'était l'occasion de donner le la à la saison estivale. Donc c'est vrai, voilà, les gens viennent se baigner, c'est bien, on va se rafraîchir, mais prendre des précautions. Bien sûr, bien sûr. On parle ici, enfin on a cité les plages. Mais j'aimerais bien mettre le point sur un problème. Pourquoi
on incite les gens, enfin, on incite. Ces moyens sont déployés. On incite les gens à aller vers les plages surveillées. Surveillées. Voilà, les plages surveillées. Actuellement, cette année, on a 455 plages surveillées. Voilà, surveillées. Donc, c'est les plages dont on permet la baignade. Où la baignade est Voilà, permise. bien sûr, la baignade est permise dans ces plages parce qu'il y a des services de sécurité, il y a des services de la protection civile qui veillent sur la Ils font la des santé gens, randonnées, bien sûr. ils sont là. Et puis, Bien sûr, c'est c'est bien des d'aller cons- en toute sécurité vers la plage. Même dans ce sens, on a déployé 10 000 agents. 10 000 agents qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a déjà des professionnels de la protection civile et il y a on parle des contractuels. C'est contractuels, des oui, bien civils qui reçoivent un stage de formation en matière de Et sauvetage. qui viennent vous aider, c'est Voilà, déjà sur voilà, base de c'est des baignade. maîtres nageurs. Voilà, c'est des saisonniers si on parle. Donc, tous ces moyens déployés, on a des unités mobiles dans les wilayas, comment dirais-je, qui sont au front de mer. Donc, on a 14 wilayas, donc il y a, si on peut dire 14, ça dépend Ça dépend des endroits, ça dépend de la wilaya, Voilà, puis ça dépend des plages. Voilà, C'est vrai que il y a mais vous même il y a déployez des moyens assez voilà, importants. c'est ça, des barques rigides et semi-rigides pour intervenir si On peut sait dire, jamais. en large. Voilà, c'est Voilà. ça. Ça, c'est concernant les plages. Mais le problème qui ressurgit, bien sûr, on parle toujours de surveillance. C'est surtout ça. Voilà. Malheureusement, on a deux endroits qui sont très difficiles. D'abord, dans les wilayas d'intérieur, qui sont au front de la mer, où les gens, en cherchant la fraîcheur, voilà, surtout dans les... Vont se baigner dans certains endroits Voilà, où il ne c'est faut ça. surtout pas y aller. Bien sûr, il y a les retenues d'eau des régions retenues agricoles, collinaires, il y a les WED, les lacs, rivières, les lacs, Les puits, certains les puits, même les châteaux d'eau. Voilà. Oui. Donc, où c'est des gens mineurs. C'est pour ça, si C'est on peut des dire, il y a enfants. une certaine responsabilité de la part des parents. déteneurs des parents concernant leurs enfants et aussi des gens qui détiennent ces surfaces ou dont la responsabilité. Donc, il vaut mieux, et on conseille ces gens-là, au moins de mettre des barrières, c'est-à-dire un grillage, des clôtures, clôturer toutes les surfaces humides. Bon, Ne pas les laisser à la portée de tout le monde. Parce que il y a des gens qui n'ont pas conscience, les enfants qui vont juste pour se rafraîchir. Bien On sûr. les a vus même dans certains endroits, dans des ronds-points, où il y a des Bien jets sûr. d'eau, et ça, c'est pas normal. Voilà. Et, bon, les ronds-points, si on peut dire. On ne peut pas dire ça que le reste risque toujours est moindre, dangereux. mais Ça bon, reste il y a des gens qui sont autour. Mais Oui, c'est pour vrai que dans les zones- retenues collinaires, Voilà, ou dans oui, les bien lacs, sûr. ou dans les surfaces où il n'y a Voilà, personne, voilà, il y a là, personne. c'est assez dangereux. C'est ça le problème des zones non surveillées. Donc, j'ai voulu bien citer Les zones côté, non- Voilà, pour les villes d'intérieur. Les villes d'intérieur qui n'ont Voilà. pas la chance d'avoir de la mer à Voilà, côté. parfois, les enfants ont hâte d'aller à la plage, les parents ne peuvent pas prendre de congé comme notre oui, situation. bah, oui. Voilà, puis ils sont déployés par leur travail. Donc, les enfants qui sont des mineurs, bien sûr, la jeunesse, elle veut... Bah oui, la jeunesse. c'est ça. C'est pour ça qu'on leur conseille d'aller dans des endroits où il y a un surveillant de baignade qui est là pour à n'importe quel moment. Comme vous avez cité, les parents, ils ont leur responsabilité. Ils doivent avoir un œil sur leur enfant. Ils doivent surveiller. Un enfant qu'on ne voit pas plus d'une heure, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas normal. C'est que c'est pas normal. Voilà, il Vu faut que ces surveiller. zones sont vraiment éloignées. Surtout qu'on est en été, peut-être des fois, il y a les gens dans leur domicile, c'est assez exigu, donc ils laissent les enfants dehors. Non, c'est une bêtise. oui. Surtout quand on parlait de coups de soleil, donc ne pas les laisser durant la journée au soleil. Pour faire très attention, les enfants, c'est quand même... c'est un projet. Un enfant, c'est un futur cadre de demain, c'est un futur dirigeant dans le pays. Bien sûr. C'est quand même, il faut prendre soin de cette progéniture. Bien sûr. Et surtout, si on les... Est-ce que vous avez des chiffres à rajouter pour la baignade ou est-ce qu'on peut aller vers la circulation routière qui est elle aussi un autre... Bon, pour l'année passée, au niveau de Constantine, justement, on a 3 noyés, les 3 noyés de retenue collinaire. Bien sûr, c'est des mineurs. C'est des mineurs. Malheureusement, comme vous avez dit, c'est des futurs cadres, c'est des futurs dirigeants. Et la perte humaine, c'est elle est irremplaçable. D'accord.
Revenons justement aux plages, bien sûr on conseille les gens d'aller dans les plages surveillées, mais éviter, parce que les plages non surveillées, c'est des plages dangereuses, c'est des plages rocheuses, où les jeunes veulent se permettre un peu quelques acrobaties, les sauts et tout. C'est-à-dire, d'abord, c'est des plages non surveillées, même la noyade simple, on ne peut pas intervenir parce qu'il n'y a pas de... Et puis les rochers, c'est très dangereux. Voilà, et les acrobaties, c'est des actes des générateurs d'accidents. Oui. D'accord. Donc, si on peut dire, enfin, on parle en matière... Il faut sensibiliser. Sur le plan technique. Ouais. Un arrêt cardiaque Bien sûr. plus de 6 minutes, c'est bon, c'est la mort. Eh oui. D'accord. Et c'est la même chose pour un noyé, pour un accident, une hémorragie ou bien un truc pareil. On ne peut pas y accéder. Même les gens, ils y accèdent justement en marchant. On peut pas. Il n'y a pas de véhicule ni qui mène vraiment dans ces zones-là. C'est vrai que les endroits sont assez reculés, retirés, éloignés de la route principale ou des voies d'accès pour permettre l'intervention rapide. Voilà, justement, il y a aussi, dans les on peut dire, c'est strictement interdit. Et on a des consignes à donner aux gens qui se rendent sur les plages surveillées pour prendre plaisir sur la plage. Oui. Il faut bien préparer son voyage, d'accord. C'est vrai, il faut bien se préparer. De munir de denrées alimentaires qui ne sont pas sensibles à la chaleur, bien se réhydrater. Il ne faut pas s'exposer trop longtemps au soleil. Surtout, si on peut dire, de 11h à 15h. Le docteur disait tout à l'heure de 10h30 jusqu'à 16h à peu près. Voilà, c'est ça. On essaie un petit peu de réduire, voilà, c'est ça. D'allonger, mais, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et puis, les gens sont impatients, ils sont assoiffés de fraîcheur. De baignade et de fraîcheur. Après le petit déjeuner, enfin le déjeuner, il faut se reposer parce que... Au moins 1 heure, 1h30 de temps avant une autre baignade, parce que on a tendance à manger et aller... La digestion, elle consomme de l'énergie. Donc, si on a l'énergie partagée en deux, entre digérer et nager, on va tomber dans l'épuisement. C'est pour ça. Voilà, on conseille aux gens de se reposer après le déjeuner, reprendre la baignade tout doucement, bien rafraîchir les membres pour abaisser un petit peu la température. Et bon, on a toujours soif de fraîcheur. Et j'espère que les gens puissent éviter les grands jours de chaleur. Ouais. D'accord. Parce qu'une grande chaleur, j'aimerais bien rester dans la maison, bien climatisé, que d'aller dans la plage. Voilà. C'est mieux que de s'exposer au soleil. Et il faut faire attention, surtout, par exemple, les 3 prochains jours. Enfin, depuis 3-4 jours, il faut éviter d'aller en bord de mer parce que elle est impraticable, elle est interdite de baignade. Justement. Ces derniers jours, c'est vrai qu'il faut éviter. J'ai bien dit, c'est-à-dire organiser son voyage d'abord. Prendre connaissance de la météo des plages. La circulation, d'accord. Et la circulation. Voilà. La circulation routière qui est un autre point. Un autre volet. Elle est génératrice d'accidents tout le long de l'année. Et en plus... c'est accru, parce que tout le monde veut partir en bord de mer rapidement. Donc on fait des folies. Les gens sont impatients, avec les enfants derrière qui jouent. Donc le conducteur, qui est généralement le père, il va s'impatienter, les nerfs qui vont monter. Donc c'est tout les un réflexes. Film, finalement, voilà, c'est ça. Il y a des réflexes un petit peu hors normes qui se développent. On conseille les gens à prendre tout son temps. Ça reste toujours un plaisir de voyager. Prendre le trajet pour du plaisir, d'accord. Essayer de communiquer avec ses enfants. Ne pas les laisser à eux seuls, d'accord, parce qu'il y a des enfants qui ouvrent les fenêtres derrière. Ça, c'est un des conseils. Voilà, sur les mains, sur les têtes. Ça aussi, c'est générateur d'accidents. Faire des arrêts au bord de la route. On a quand même une belle nature. Il y a des espaces. Il y a toujours des espaces où s'arrêter pour souffler un peu. Essayer de fractionner le trajet. Il ne faut pas s'impatienter à aller à la plage. Je préfère y aller un petit peu plus tôt. Il y a de la fraîcheur de la matinée. Oui, aller de bon matin. Sûr. Il y a moins de circulation aussi. Voilà, il y a moins de circulation et tout. Et prendre son temps pour aller à la plage. D'accord. Être calme. Respecter le code de la route. D'accord.
C'est surtout primordial c'est important parce que de ne pas respecter le code de la route et essayer d'aller vite, ben, ça vous a donné beaucoup d'interventions. Bien sûr, beaucoup on va tomber malheureusement, sur des bouchons de circulation à la limite des villes côtières, donc où là il y a des dépassements dangereux, des réflexes mal placés qui sont générateurs d'accidents. Malheureusement, de beaucoup d'accidents, Bien docteur. sûr. Et le premier semestre est assez quand même... Oui, aussi, on parle un petit peu. Oui, le premier trimestre, si on peut donner quelques chiffres. Quelques chiffres. Bon, pour l'année passée, on a 1094 accidents. Ce premier semestre, on a augmenté de 5,75. On a 1360 accidents. Ouh là là. Plutôt 1157. D'accord. 1157, c'est important, Voilà. c'est trop. Les blessés, 1360 l'année passée. Cette année, 1522. Ça a augmenté, Ça a augmenté de d'une 17%. manière... Les décès l'année passée, 32. Actuellement, cette année, on est déjà à 37 décès. Donc 15,62% par rapport à l'année passée. Ouh là là. D'accord, vous voyez, ces chiffres qui augmentent. Ça, c'est vraiment un cri d'alerte que l'on lance Bien sûr, aux conducteurs. On a assisté à l'annonce des résultats du BEM les jours passés. Prochainement, Inch'Allah, le bac. Malheureusement, on a enregistré l'année passée beaucoup d'accidents dans les mêmes périodes. D'accord. Les festivités sont génératrices, malheureusement, d'accidents. D'accord. Il y a les mariages qui sont... Bon, c'est du boulot, hein, finalement. Hein. Quand il y a une fête, c'est là. Quand l'équipe nationale gagne, c'est là. Voilà. C'est un bac. Hein. Justement, alors, je vous ai parlé, notre axe de travail, c'est la prévention. Ouais, c'est la surtout ça, prévenir. Il y a des règles qui se mettent pour les citoyens et il y a des moyens déployés humains et matériels. Et on espère que le citoyen respecte ces règles. C'est pour sa propre protection. J'espère avoir le bac puis mourir sur la route. Sincèrement. Vous savez, vous me donnez la perche, vous me tendez la perche pour féliciter. Nous avons une somme. Vous avez un enfant qui a passé le BM, non? Non, mais c'est le sera. Il y a très bien. Bah, nous, parce que nous, on a une ribambelle d'enfants qui ont passé. Bon, on va commencer à les citer. Kulchim Broka, Yanis Boulila, Saadi Rimad, Bouraba Youssef, Ahmed Kour Lamis, Samah Warda, Yagoubi Marwan, Rahm Ranim et Rahm Maya et Bouchama Noursine. Ne faites pas de défilé en voiture, Kulchim Barok, al BM, ramenez-nous le Barouk, mais voilà, restez tout bien, doucement. voilà, sage. Voilà. Bien sûr, Un mot de fin, docteur, parce que là, on arrive vraiment à la fin de la partie de l'émission. J'espère que le citoyen considère bien les efforts qui se font par les différents services. Ouais. Voilà. Les gens peinent, on retrouve les campagnes de sensibilisation déjà qui a commencé du 24 juin jusqu'au 31 août avec les différents services concernés, sécuritaires et protection civile, pour sensibiliser les gens. J'appelle les gens à respecter au moins les efforts qui sont faits. On aimerait bien vous trouver sains et saufs, en bonne santé, voilà, en bonne santé, avec votre famille, joyeux et heureux. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir, toujours. Voilà. On a commencé avec, on va terminer avec. Merci beaucoup, commandant Dr Ben Attia Sabr, de nous avoir éclairés et surtout bien d'avoir lancé un appel. Et à Jma'a, respecter l'environnement, essayer d'aller en bord de mer tranquillement et surtout éviter ces défilés qui n'ont aucun sens. Vous pouvez faire la fête chez vous, en famille ou avec les amis, mais évitez ce genre d'accidents qui n'ont rien à voir. Et venez s'il le faut, on vous fera la déclaration. Merci docteur. Merci on va se rendre, on est resté à Annaba parce que il y a eu un salon de la pharmacie. On s'est rendu là-bas pour voir un peu l'ambiance et le temps de recevoir nos amis de la faculté des sciences de la nature et de la vie. وشفنا باللي كان 80 عارض هم الكثير منهم صناعين في ميدان الأدوية
اللي وصلت يعني وصلت حتى للتصدير للخارج. كان له صدى كبير لأن كانوا حاضرين كل الفاعلين في الميدان، من صيادلة، من أطباء، من صناع يعني صناع الأدوية وغيرها من المروجين، والرقمنة رقمنة هذا القطاع اللي خضعت كذلك حصة الأسد. هذه الطبعة الثالثة للصيدلة. وكذلك كان هناك حتى في يعني الأفلام شفتوا باللي كان الفيلم متوسطي، وكذلك كان صالون تاع لي ستارت اب. كل هذه يعني رايحه تعطي للمدينه تاعنا والولايه تاعنا يعني دور مهم جدا. هذه الطبعه الثالثه تتميز بحضور كبير من لابوراتوار فارماسيوتيك ولي غروسيستيري وديستريبيوتور. Il y a divers secteurs d'activité. Même cette année, intégré les startups, on les a intégrés maintenant. Et aussi les institutions telles que le SNAPO, le Syndicat national des pharmaciens, l'ANFA, l'Association nationale des pharmaciens. وين راح يكون معنا ان شاء الله اكثر من 80 عارض واكثر من 5 بارتنير. عندنا دي كونفيرونسيي دو رونون اللي راح يكونوا معنا، اللي راح يكونوا من المينيستير de l'industrie pharmaceutique, le ministère de la santé. Il y a plus de 30 conférences et plus de 15 workshops. ان شاء الله راح تكون طبعا ناجحه، ونستناو اكثر من 6000 زائر متخصصين في الدومين تاع لا فارماسي لا سونتي اون جينيرال، وان شاء الله تكون طبعا ناجحه. J'ai une conférence sur le thème d'intelligence artificielle et des affaires réglementaires. C'est un peu un questionnement sur le sujet. Est-ce qu'on pourra un jour appliquer cette intelligence artificielle sur les affaires réglementaires dans l'industrie pharmaceutique? C'est un domaine qui est très réglementé et c'est surtout, disons, un domaine d'humain. Il y a beaucoup de perceptions, il y a beaucoup de notions à avoir. Donc peut-être qu'un jour on pourra automatiser tout ça, mais c'est surtout dans une optique de l'utiliser comme un outil d'aide à la décision, plus pour aider le pharmacien dans ses missions. جينا حبينا نكتشفوا كايتيديون، حبيت نديو شويه مع لي زانفورماسيون مع صحابنا هنا كاين دي ميدسان، كاين دي فارماسيان ثاني. جينا هنا نقرب لافاك دي ميدسين ديال عندنا بابال، جينا نتقفوا نعرفوا شويه معلومات، شويه المعارض اللي هنا اللي جابوهم، نسقسيو ونستفسروا حوايج جداد كمعلومات لينا نسحقوهم في المشوار تاعنا الدراسي اللي بقى لنا ان شاء الله نكملوه. وثاني في الحياه اليوميه تاعنا تحتاج بزاف، كاين دي ميديكامون تثقف عليهم. باريزوم لو غول تاع الميديكامون هذاك، تقدر كاين ميديكامون جديد تحب تعرف لو غول تاعو بالك يفيدك مره خلاف تقدر تستعملو في الدار، في الاستعمال في المنزل ولا الاستعمال في الحياه اليوميه تاعنا. وحوايج هكا بزاف عجبتنا هنا الحاله، شفنا حوايج بزاف استفدنا فيهم، وان شاء الله يزيدونا حوايج كيما هك بزاف ونتقفوا ان شاء الله. يفيدنا ان الناس يتعرفوا علينا ويتعرفوا على لاكام، وميم طون كاين دي كونتاكت اللي راه يعاونونا بزاف في الخدمه بروشينمون بربي ان شاء الله، كسوا مع لي ميدسا ولا مع لي فارماسيان. وهذه حاجه اللي راح نستفادوا منها احنا ويستفادوا منها ما بربي ان شاء الله. اليوم حضور اليوم كثير كما نقول غفير وحضور كبير. نتمنى انه الناس كل تستفاد من مثل هذه الصالونات مثل ما هو يجرى في كل البلدان الاخرى، وان شاء الله ما يزيد الافضل والقادم يكون احسن ان شاء الله. La rencontre intéressante à Annaba, mais là on va aller à Constantine, à l'université 1, plus exactement à la faculté des sciences de la nature et de la vie, mais beaucoup plus biologie. On vous appelle biologie département, non, oui. Institut de biologie, c'est ça. De biologie. C'est faculté des sciences, institut de biologie. Marhaba bik, madame. Vous êtes madame Chlat Djelila. Oui. Vous êtes la présidente de ce séminaire. Oui. On commence par galanterie par les dames. Ensuite, on accueille le vice-doyen qui est le professeur Rouab Abdelkader. Marhaba bik. Alors, première question qui se pose d'elle-même, comme on dit, le séminaire génétique, et puis avec quelle thématique et pourquoi? Oui.
Alors, je commence tout d'abord par vous remercier pour l'invitation. Alors, professeur Chellat, Djelila, affilié au département de biologie animale, faculté sciences de la nature et de la vie de l'université Constantine I Frère Bensouri. Très bien. Alors, nous avons organisé ce séminaire. Alors, il porte sur les applications de la génétique moléculaire dans le domaine de la santé, en mettant l'accent sur les travaux de chercheurs algériens. Alors, qui s'inscrit dans l'une des priorités de l'État algérien, à savoir la santé du citoyen. D'accord, Voilà. ça rentre dans la sécurité sanitaire Voilà. Alors, les thématiques qui ont été développées dans ce séminaire étaient la génomique et santé, l'oncogénétique et la neurogénétique. D'accord, donc c'est surtout la génétique et la santé. Et la santé, voilà. Et vous avez eu beaucoup de monde? Oui, nous avons eu plus de 90 participations. Notre comité scientifique a retenu à peu près 84 communications, parmi lesquelles nous avons eu 22 communications orales et 64 communications par poster. Très bien, ça s'est déroulé toute une journée. Deux journées, sur 2 journées. Très bien, c'est vrai que 26 et 80 27. communications réparties sur une journée, c'est pas... C'est pas évident. Oui. C'est pas évident. Monsieur Roueb, ce genre de manifestation scientifique, de rencontre scientifique, l'intérêt pour vous en tant que de doyen, c'est quoi exactement? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rencontre scientifique? Vous savez, ce type de rencontre scientifique est indispensable, je dirais vital, pour l'institution scientifique qui est l'université. Donc ça permet non seulement des activités scientifiques de donner... Alors juste le temps de régler juste un petit problème de son. On va rester avec madame, juste le temps de régler. Bon, c'est vrai que ça aide. Le professeur disait que ça aide à une certaine mise à jour des connaissances de tous les enseignants. Oui, oui. Bien évidemment, nous avons invité déjà pas mal de sommités et pas mal de professeurs qui sont soit dans le domaine de la génétique ou bien d'autres domaines. Alors nous pouvons citer le professeur Bitam, qui est un spécialiste en maladies infectieuses et pathologies tropicales émergentes, qui est également le directeur du centre de recherche agro-pastoralisme. Alors, il a abordé un sujet d'actualité. Alors, il a parlé beaucoup plus des techniques innovantes, toujours dans le domaine de la génétique et santé. Alors, comme recommandation, il a proposé de mettre au point l'une des techniques qui est la MADITOF et les techniques de NGS, Next Generation Sequencing. Très bien. Donc, ce genre, bien sûr, d'apport scientifique, notamment d'experts, ça vous aide, oui. Alors, on va régler, on vous a apporté le micro de secours pour moi, voilà, ça arrive, c'est le direct. Donc, on parlait de l'intérêt de ce genre de rencontres scientifiques. Donc, je disais que ce type de rencontre scientifique, il est vital et très important pour notre institution. Ça permet des... Vous rapprochez le micro, voilà, pour... Ça permet de faire des rencontres avec les différents chercheurs sur le territoire national, puisqu'il s'agit d'un séminaire national, et ça permet de donner une visibilité sur les labos de recherche que nous disposons et d'échanger les idées et les expériences vécues par chacun dans son domaine. Et ça permet aussi une mise au point des techniques et des projets de recherche et de présenter des résultats obtenus par les différents chercheurs. Donc c'est une interconnexion, je dirais, qui va de soi, qui apporte beaucoup aux chercheurs. Et notre souhait, c'est de créer un noyau sur la spécialité, comme toutes les spécialités. Ce noyau-là nous permet de savoir qui fait quoi dans ce domaine-là, quels sont les moyens dont disposent
chaque laboratoire de recherche. Et de là, ça nous permet aussi de permettre à nos doctorants de pouvoir profiter des moyens matériels que disposent d'autres laboratoires, dont on ne dispose pas ici à la faculté de Constantine. Et là, avec l'évolution, bien sûr, moderne, avec toutes les techniques qu'il y a, la biologie s'est diversifiée. Vous avez beaucoup de spécialités. Bon, on parlait de génétique, mais vous avez la bioinformatique, vous avez l'entomologie, vous avez des spécialités qu'on ne soupçonne même plus. Là, je peux vous donner quelques chiffres concernant notre faculté. Notre faculté, elle est dotée de 9 laboratoires de recherche qui couvrent presque toutes les spécialités du domaine des sciences de la nature et de la vie. Nous avons dans le pipe 21 spécialités en master et 14 spécialités en licence. C'est très important. On n'a c'est pas très conscience important. que Ça va du végétal à l'animal, donc à la microbiologie. Donc nous couvrons, si vous voulez, un panel assez large de la biologie. Nous avons aussi en post-graduation quelque chose comme 230 doctorants qui sont adossés sur des projets de recherche que portent les laboratoires de recherche dans les différentes disciplines. Et la faculté, elle a une dimension assez importante. C'est une faculté pionnière, l'université de Constantine. Elle englobe, nous avons un effectif de près de 6000 étudiants répartis sur les différentes spécialités, différentes rapports paliers, donc tronc commun, licence et master. 6000, c'est une université. C'est une université à part entière. Voilà, à part entière. C'est une université à part entière. En tronc commun, nous avons quelque chose comme près de 3000 étudiants répartis sur les 2 années de tronc commun. En licence, nous avons plus de 1000 étudiants et en master, nous approchons plus de 1500 étudiants. Nous recevons chaque année entre 1200 et 1500 bacheliers. C'est très important. C'est très important et c'est une faculté qui a son poids, si vous voulez, à l'université de Constantine 1 dans la formation des futurs cadres, des futurs enseignants, chercheurs. Merci, professeur Al-Wabah. Quand vous organisez, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont venus à ce séminaire? Oui. Nous avons des étudiants de notre université ou bien des différentes structures de Constantine, à savoir le CHU, le CRBT, etc. Nous avons également des étudiants qui sont venus des 4 points du pays. Très bien, alors nous allons suivre le reportage de notre confrère Ammar Tabbel qui s'est rendu à votre séminaire et qui nous a ramené ces belles images. D'accord. الإنسان عنده كثير من الأمراض لحد الآن السؤال مطروح من أين هذا؟ مثلا في علم الوراثة الورمي هناك أمراض كثيرة وسرطانات كثيرة تشخص في وقت متأخر جدا. بالتكنولوجيات الحديثة التي وصلت إليها الجزائر الآن أصبحت لنا فرصة لتشخيص هذه الأمراض وهذه السرطانات مبكرا. مدة 10 سنوات كونا جيل من الدكاترة ومهتمين بهذا الميدان تاع البيولوجيا الجزيئية، والآن دمجناه مع الإعلام الآلي الحيوي يعني لا بيوانفورماتيك اللي هي ولات الآن يعني قمة العلم في هذا الميدان.
يركز هذا الملتقى على تطبيقات علم الوراثة الجزيئية في مجال الصحة مع التركيز على عمل الباحثين الجزائريين فيما يتعلق بمحاور البحث الثلاثة التي تم تطويرها في هذا الملتقى، والتي تضم علوم الجينوم والصحة، علوم الوراثة العصبية، وعلم الوراثة السرطانية. Alors, c'est vrai qu'à travers les images, là, on peut quand même s'apercevoir de l'importance du séminaire, surtout que ça a une relation directe avec une maladie qui prend des proportions énormes, c'est le cancer. Donc, dans quelle mesure la biologie peut aider à la génétique à dépister, à prévenir, à prévoir? Alors, par rapport à ce qu'on appelle, nous, en tant que scientifiques, l'oncogénétique, qui soit de même pour génétique du cancer, à travers le diagnostic moléculaire de beaucoup de tumeurs, que ce soit les tumeurs liquides, les lymphomes, etc., que ce soit les tumeurs solides. Alors le diagnostic moléculaire peut aider à la fois par rapport au pronostic, c'est-à-dire pour le suivi bien sûr du cancer, et également pour la thérapeutique. Qu'on peut aussi prévenir d'autres, par exemple, maladies, malformations à travers... Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas uniquement la composante génétique qui est là-dedans. Alors, il y a également l'implication de l'environnement. Donc, en faisant, c'est l'une des recommandations par rapport aux médecins et biologistes, c'est d'installer le conseil génétique. Alors, c'est de faire conseil génétique, c'est quand on a une composante génétique ou bien un caractère héréditaire, il faudrait mieux de faire un diagnostic moléculaire pour voir est-ce que la mutation ou bien le variant qui est existant chez les parents, qui sont porteurs bien sûr de cette pathologie, est-ce qu'il y a une transmission aux futures générations, aux enfants, etc. Alors, si avant l'atteinte par le cancer, alors on fait bien sûr un séquençage pour voir est-ce qu'il y a vraiment ces mutations-là et pour prévenir en quelque sorte. C'est un moyen, comment dirais-je, de prévention. Donc, moyen de prévention, mais comment se rendre compte, comment aller vers vous, vers ce conseil génétique? Et justement, il faut d'abord l'installer au niveau des structures de la santé. Ça veut dire, parce que pour l'instant, les médecins, on n'en dispose pas, que ce soit au niveau de l'hôpital ou bien même au niveau des laboratoires privés. Il faut d'abord l'installation de ce conseil génétique. Qui formerait ce conseil génétique? Ce sont les généticiens. Les généticiens, les médecins. Non, les généticiens, les médecins, etc. C'est-à-dire comme si c'est un comité pluridisciplinaire. Voilà. D'accord. Donc c'est un comité qui serait chargé de dépister génétiquement parlant. Voilà. C'est pour simplifier, c'est pour essayer d'expliquer. Il faut d'abord une coopération entre les biologistes ou bien les généticiens et les médecins. Par la suite, bien sûr, une fois le diagnostic est posé, bien sûr, on va convoquer bien sûr la famille, les concernés, voilà, les concernés, pour leur expliquer bien sûr le type d'altération, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors vous conseillez d'abord ce conseil de le créer, ça c'est un appel, et c'est une collaboration entre biologistes et médecins. C'est pour que je puisse comprendre, c'est pour mieux expliquer, parce que quand on comprend, on explique mieux. Et ce conseil serait par exemple placé au CHU, à la direction de la santé, à l'Institut de biologie, où est-ce qu'il serait? Non, pas à l'Institut de biologie, mais au niveau des structures de la santé. Les hôpitaux, les cliniques, etc. Et ça fait beaucoup de monde si on installe un conseil génétique, mais... Mais ce n'est pas pour toutes les pathologies. Il y a certaines pathologies uniquement qui sont à caractère héréditaire. Voilà. Donc ça veut dire que si, près du service oncologie, ça serait très bien. Oui, ça serait très bien. C'est pour dépister. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte RCP moléculaire. C'est beaucoup plus appliqué en oncogénétique. Très bien. Et ça, c'est l'une des recommandations. L'une des recommandations. Et quelles sont les autres recommandations Les autres recommandations, à travers déjà l'installation du conseil génétique, c'est en faveur du recrutement des généticiens. Parce qu'il y a pas mal de généticiens, bien sûr, dans toutes les spécialités. Alors, parmi les autres recommandations, c'est la création d'une base de données génétiques de la population algérienne. Ouh là, ça doit demander des moyens. Ça. Oui. Il faut des infrastructures. Des infrastructures de bioinformatique, etc. Parce qu'à partir des conclusions qui ont été tirées de ce séminaire-là, il y avait pas mal d'études
sur la population algérienne. Bien sûr, ces études-là ont été beaucoup plus centrées sur le centre, l'Est et l'Ouest. Il n'y avait pas d'études, bien sûr, sur le Sud. C'est pour cette raison qu'on recommande également d'établir d'une mise en place d'une base des études multicentriques sur notre population algérienne. Alors, premièrement, nous pouvons commencer tout d'abord par créer une base de données en ce qui concerne toutes les recherches qui ont été faites bien sûr, sur toutes les pathologies humaines. Voilà. Et la faisabilité normalement, ça sera faisable. C'est faisable? Oui, c'est faisable. Ça demande ça demande des moyens. Je pense que c'est des moyens dévolus à l'État. Il ne faut pas se le cacher. C'est très important comme vision. Aussi bien pour l'humain que pour l'animal, aussi bien pour l'humain que pour l'animal que pour le végétal. Les cartes génétiques sont indispensables maintenant pour connaître un petit peu les génomes des différentes espèces, pour connaître un petit peu les maladies qui sont dues à ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Donc il faut établir une carte génétique, c'est comme une carte d'identité. C'est une carte d'identité. C'est comme une carte d'identité. Elle permet de connaître le gène d'une famille, donc de tous ses descendants, etc. Et de détecter éventuellement des mutations qui engendrent justement ces maladies qui sont susceptibles de donner ce type de maladie et de pouvoir les prévenir à l'avance. Et la prise en charge serait moins coûteuse et plus rapide. Tout à fait, ça serait moins coûteux que de prendre en charge quelqu'un qui est né avec des malformations ou avec des maladies. Et là, je veux dire, on va remercier la génétique, surtout qu'elle s'est installée à l'université de Constantine, notamment dans les post-graduations. Ça fait quelques années. Avant, je crois qu'on se déplaçait ailleurs, vers l'université d'Alger ou ailleurs, pour continuer les études. Là, maintenant, non, c'est une des spécialités que vous enseignez. C'est une spécialité assez, assez récente, assez nouvelle. Parce qu'il fallait d'abord avoir les compétences. Donc former ces jeunes qui sont aujourd'hui à l'exemple de madame fait partie de ma ce collègue, donc qui puissent encadrer cette spécialité-là. Donc il n'y a pas que la génétique, on a créé un noyau aussi pour l'immunologie. À l'immunologie aussi. Voilà, pour la virologie, c'est encore plus compliqué. Alors Dieu sait que c'est très important pour notre discipline. Surtout, on a remarqué quand même que durant la Covid, on a pris conscience de l'importance de l'immunologie, notamment la protection de soi-même et de l'environnement, et puis surtout qu'il y avait, on parlait d'immunité communautaire citoyenne. Donc voilà, je pense que c'est une des spécialités qui devrait encore être soutenue. Qu'on doit encourager et former l'encadrement pour. Donc il ne faut pas lésiner sur les moyens, parce que comme vous voyez, c'est quelque chose de très très important. Vous savez, on prend conscience, c'est vrai, de l'importance de ce que vous dites. De la prévention. Oui, de la prévention. Et le but des projets de recherche, c'est justement de développer ce genre d'axe. Faut-il avoir aussi les moyens de sa politique pour pouvoir avancer dans ce type de travaux de recherche qui sont indispensables pour la santé. C'est vrai que là, quand on parle de santé publique, c'est pour le bien du citoyen et de la santé communautaire de l'Algérien. Donc c'est... Voilà. Est-ce que vous avez, parce qu'il reste 3 minutes, est-ce que vous avez d'autres recommandations importantes? Oui, parmi ces recommandations, c'est la création des start-up pour la fabrication des produits.
C'est-à-dire au lieu de commander le produit de l'étranger, et ça, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher, le temps d'attente pour la livraison, etc. Alors il serait vraiment intéressant de créer des startups pour la fabrication des produits qui sont destinés au diagnostic moléculaire. Et c'est faisable, je pense. Normalement, c'est faisable parce que oui, nous avons et à eu des votre niveau, est-ce qu'il y a intervenants. des projets de création de start-up au sein de l'université? Pas encore, oui, mais ils sont déjà parmi l'une de nos participantes au séminaire, il y avait une étudiante de master qui a engagé un start-up pour la fabrication de l'attaque polymérase. Alors une enzyme vraiment nécessaire pour faire la technique de PCR. Donc c'est déjà pas mal. Donc on voit. Professeur Louabhaï, peut-être parce que là on arrive à la fin. Pour revenir sur cette question-là, c'est des projets qui sont attribués au master, justement. Sur les travaux de fin de cycle de master, on les encourage de travailler sur ce type de projet pour la création de start-up dans la production de réactifs qui sont non seulement indispensables pour l'avancement de la recherche, mais qui coûtent encore plus cher, de plus en plus cher, et que nous devons à chaque fois commander pour les importer de l'étranger. Donc c'est des créneaux qui sont... c'est des créneaux porteurs et rentables et qui seraient créateurs d'emplois. Voilà. Je crois que c'est tout... À double visée. Voilà, tout est bénéfice. Ça nous simplifie encore les choses plus. Eh bien, messieurs, dames, je vous remercie. Eh bien, peut-être qu'on aura parlé un peu de tout, mais on n'a pas survolé, on n'a pas le temps de parler de tous les domaines, mais on aura au moins attiré l'attention sur l'importance des travaux que vous faites, notamment les travaux de recherche et les séminaires que vous faites. Docteur Chellali, merci d'avoir... j'ai dit Chellali, pardon, docteur Chellat, merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Louabhaï, merci d'avoir éclairé un peu plus nos esprits sur l'Institut de biologie. Moi, je dis biologie parce qu'on continue encore à l'appeler biologie. Oui. Voilà. Parce que quand on dit sciences de la nature de la vie, c'est un domaine encore un plus peu vaste. plus vague. Et voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, en espérant vous retrouver pour d'autres rendez-vous scientifiques. On arrive à la fin de ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine, en remerciant Nabil Yagoubi, Rani Atir et toute l'équipe qui a travaillé à partir du studio de la station régionale de Constantine pour vous permettre de passer ce Bonjour d'Algérie. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour un autre numéro. D'ici là, bon week-end et surtout, soyez vigilants si vous allez en bord de mer. Au revoir.